Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel. Bon, Stéphane Rodier présent, Hélène Boudon présent, Claude Guyon-Chenot présent, Isabelle Furbeau présent, David De Rossi présent, Catherine Papu, excusez de pouvoir Pierre Ponty, qui l'accepte. Pierre Ponty, Monique Durand-Prada présente, Sylvain Hermont présent, Martine Munoz présente, Sophie Delegue présente, Didier Sturma, excusez de pouvoir à David De Rossi, qui accepte, Lisa Hazard, excusez de pouvoir à Martine Munoz, qui accepte, Michel Couvron présent, Simset Bécule, excusez, Vincent Petitjean me donne pouvoir, Monique Moreno me donne pouvoir à Hélène Boudon, qui accepte, Pascal Thiaillot-Recourt présent, Patricia Beaumont-Bras, excusez de pouvoir à Isabelle Furban, qui l'accepte, Pierre Sureda, je l'ai vu, il est là, Pepa Kaenen présente, Thierry Barthélémy, il est dans le train, qui a eu un petit problème. Ah bon? Il est en train d'arriver, mais téléphoné. Donc c'est un commentaire désagréable sur la SNCF. Michel Magnol, excusez de ne pas pouvoir à Pascal Thiaillot-Recourt, qui l'accepte. Christophe Manca, excusez de ne pouvoir à Claude Guyon-Chenot, qui l'accepte. Éric Bourcourt, présent. Francisco. Il est dans le même train que Thierry Barthélémy. Mais je crois qu'ils ont trouvé une voiture qui n'était pas. Serrat Alpes donne pouvoir. Alors, pardon, Éric Bourcourt, présent. Francisco, on va arriver. Serrat Alpes donne pouvoir à Éric Bourcourt. Johan Bentejac, présent. Marie Dalaïd. Elle arrive. Pierre Joyeux, excusez de pouvoir à Annie Cheval-Denay. Annie Cheval-Denay, Philippe Barrault et Bernard Lumière. Alors, le secrétaire de séance dans l'ordre du tableau est Michel Combron et je vais lui laisser la parole pour faire approuver le procès du 23 janvier. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonjour à tous. Nous devons approuver le pléri du conseil municipal du 23 janvier. Pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, nous nous sommes posé la question sur le fait que la question diverse que j'avais évoquée n'est pas mentionnée. Alors que c'est. Elles sont pas dans. Alors qu'on était bien encore en séance. Non, on ne les met pas, les questions diverses, on les prend pas. Michel? Y a-t-il des abstentions? Des votes? Je vous remercie. Merci Michel. Je vais commencer avec les délégations que vous m'avez confiées. Bonsoir. La DCM 2023-91, il s'agit d'une mission coordination, sécurité et protection de la santé pour la requalification du nord de la rue Ponchère avec l'entreprise APA pour un montant de 3 200 €. La DCM 2024-01, il s'agit d'une convention d'occupation précaire avec l'entreprise Interpac EBE dans les locaux de la rue 19 mars 1962. La DCM 2024-02, il s'agit d'une réalisation d'une campagne d'instrumentation sur le bâtiment d'Epimode. Il s'agit d'un avenant pour un montant de 5 400 € avec Cogessi. La DCM 2024-04, il s'agit d'une convention d'utilisation précaire au profit de Thiers-Doré-Montagne avec précisément le centre social intercommunal, avec les locaux du 8 mai 1945, c'est-à-dire l'école Georges Sand.
Pareil sur la DCM 2024-05, même type de convention au profit de l'association EPE 63. La DCM 2024-06, il s'agit d'un bail avec la mission locale pour les places de l'Europe pour un montant de 1 500 € avec une durée de 6 ans du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029. La DCM 2024-07, il s'agit d'une mission de prestation intellectuelle pour les travaux de mise en valeur des forges mondiales pour un montant de 9 975 € avec l'entreprise Dassault. La DCM 2024-08, il s'agit d'une mission géotechnique pour les espaces du nord de la Reconchette avec la société Hydrogéotechnique Sud-Est pour un montant de 1 500 €. La DCM 2024-09, il s'agit d'un avenant avec l'entreprise Laou pour l'expérimentation en école quinoise pour un montant de 3 750 €. Est-ce que ces DCM appellent de votre part des commentaires ou des prises de parole? Non. Écoutez, je vais passer directement la parole à Claude Blancheneau pour la question suivante. Il s'agit d'une convention avec la mission locale, et sans président de la mission locale, je ne prendrai pas part au vote. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'une convention cadre qui est mise en place entre la mairie, la ville de Thiers et la mission locale. Elle est destinée aux jeunes qui sont inscrits là-bas. La durée est prévue du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, donc une convention de 1 an renouvelable. Il s'agit là d'une avancée dans la continuité de ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place par rapport à la convention culture du cœur, avec un objectif d'accès à la culture pour tous, et notamment avec les publics éloignés. Donc cette convention doit permettre un partenariat entre la mission locale du bassin thiernois de la ville de Thiers afin d'enrichir l'offre d'activités culturelles et de favoriser l'accès à la culture pour les jeunes du territoire au travers d'un ensemble d'actions proposées par le pôle attractivité de la ville. Ce parcours d'action, on a commencé à le mettre en place et je vous expliquerai après un des premiers événements qui va venir. C'est de mettre en lien ces jeunes avec les structures de la ville telles que le conservatoire, à travers des ateliers, découverte de la musique, découverte de la danse et pourquoi pas derrière des inscriptions, des participations. La médiathèque de Thiers, découverte du lieu mais également participation à des ateliers. Saison culturelle, c'est participer à la mise en place d'un spectacle, c'est voir des spectacles, mais c'est aussi comment se déroule et quel lien on peut mettre en place avec les acteurs du spectacle vivant, les archives municipales et le musée de la coutellerie également. Donc la première action, une des premières actions, parce qu'en fait nous avions déjà commencé depuis l'année dernière où la mission locale avait participé à des événements tels que la Fantarina ou autres. Une des prochaines actions qui va arriver, c'est le jeudi 14 et le vendredi 15 mars, où vous avez une troupe de théâtre, didascalie, théâtre d'improvisation, où l'idée c'est vraiment la culture comme un vecteur d'égalité sociale. Et vous avez un exemple ici d'action mise en place dans le cadre de cette convention, où le jeudi 14 mars, à la salle Espace, les jeunes vont pouvoir participer à la mise en scène d'un spectacle, découvrir déjà la salle, l'installation de l'espace public, création d'affiches pour scénariser cet événement. Le vendredi, atelier théâtre. À 17 h, on fera un atelier cuisine avec un repas partagé derrière, et derrière, un spectacle où tous ces jeunes pourront participer. Donc vous avez un exemple d'action qui va être mis en place dans le cadre de cette convention. Il est donc demandé, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention cadre entre la mission locale du bassin thiernois et la ville de Thiers et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision.
Oui. Oui, vu que ça a déjà été mis en place, je veux savoir s'il y a beaucoup de jeunes qui participent à ces différentes actions et est-ce qu'ils sont toujours accompagnés par la mission locale pour participer? Est-ce qu'ils sont encadrés? Ça fait partie des conditions sine qua non, c'est-à-dire qu'il y a une personne à la mission locale et vous avez le service culturel qui est derrière, qui encadre ces jeunes. Donc ça, c'est important. Petit exemple sur le passé, sur la Pampalina 2023, ils étaient 10 jeunes encadrés qui ont participé et à la préparation de l'événement et ils sont intervenus également sur l'événement, sur différents ateliers tels que les décors, les artistes, différents postes. Décembre à Thiers, ils étaient également 10 jeunes qui nous ont accompagnés dans l'organisation de l'événement du marché de Noël. Ce qui est important aussi dans cette convention, c'est que ces gamins auront accès à des stages, s'ils le souhaitent, au sein du service culturel. C'est-à-dire que derrière, il y a un vrai engagement, en tout cas du service d'attractivité, pour et les recevoir et mettre en place des actions où ils sont encadrés, on ne les lâche pas. C'est un vrai accompagnement. Oui, mission locale de bassin thiernois, ça veut dire qu'il y a d'autres communes qui sont concernées. Ce qui pose, est-il envisageable, dans une étape supérieure, de faire participer aussi les autres communes et d'offrir une palette encore plus grande de découvertes dans le cadre de ces activités culturelles? C'est l'objectif. Il y a 10 ans, on avait signé la convention culturelle au niveau des villes de Thiers et l'État. Cette convention culturelle, la DRAC, quelques années après, nous a demandé de conventionner au niveau de l'Interco, ce qui a permis de mettre en place l'éducation artistique et culturelle à l'échelle du territoire et du coup de proposer à l'ensemble des enfants du territoire Thiers-d'Or-Montagne d'avoir accès à la culture à un moment donné dans son parcours chaque année. Je partage ton avis, c'est qu'aujourd'hui, c'est une première pierre qu'on est en train de mettre en place avec la mission locale. Et je pense que l'ensemble de l'équipe, on nous serait tous favorables, que cela concerne l'ensemble des gamins de notre territoire, des missions locales. Je partage. Mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les structures. Parce qu'il peut y avoir des communes qui proposent aussi des activités intéressantes qui pourraient rentrer dans ce cadre-là. Non, mais c'est partagé, il n'y a pas que les structures de la ville de Thiers. Demain, pourquoi pas, des événements sur Compiègne, Baladux, elles sont du rôle. Mais on saurait. Je suis très attentif et j'aimerais bien que ça se trouve sur l'ensemble du territoire. Oui, ce sont des enfants de 18 à 25 ans. Hein. Ce sont de jeunes adultes. Hein. Non, mais la nuance est importante parce qu'on a beaucoup d'actions tournées vers l'enfance, hein, notamment le centre de l'orangerie, mais beaucoup moins, enfin, tout est ouvert, mais de façon accompagnée, beaucoup moins en direction des jeunes adultes. Voilà. Donc ça me paraît important. Moi, je soutiens tout à fait l'idée d'élargir les recettes avec TDM, et puis aussi d'élargir aussi au-delà de la culture au sport peut-être, puisqu'on a le contrat e-sport disponible. Je rappelle que on dit mission locale, on pense à l'insertion professionnelle, hein, parce qu'elles ont des objectifs assez sévères, mais à l'origine et toujours officiellement, c'est des missions d'insertion sociale et professionnelle. C'est pour ça qu'on l'a séparé d'ailleurs des structures type Pôle emploi, une etc. Parce qu'un jeune n'a pas que le besoin d'insertion professionnelle, il a besoin de distraction, besoin de sport, etc. Donc je pense qu'on peut soutenir cette initiative et aussi l'élargir tant en financement qu'en type d'offre, ce qui nous paraît hors de portée puisqu'on a tout ce qu'il faut à Thiers. Alors, je prendrai pas la parole sur le dossier lui-même, mais sur la mission locale. Il faut répondre sur le lien
villes de tiers et des missions locales. Simplement, je profite de cet échange, puisque vous l'avez évoqué, la mission locale a été créée, séparée d'anciennement Pôle emploi. On est quand même très inquiet par rapport à la remodélisation dite loi France Travail, avec peut-être une absence en tout cas de prise de considération de ce qui était porté par la mission locale. C'est-à-dire que la mission locale, c'est pas un pôle emploi pour les jeunes adultes, c'est en général essayer de travailler sur un grand nombre de problématiques, dont le travail, mais parfois le travail vient en tout dernier. Il y a à lever énormément de freins en amont et on sent une volonté assez manifeste dans la loi, dans le cadre de cette loi, d'aller vers quelque chose qui ressemble plus à ce que pouvait porter Pôle emploi et maintenant France Travail. Donc une inquiétude de ce point de vue. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que ce sont principalement des jeunes adultes. On a quand même depuis maintenant la Covid de plus en plus de jeunes en dessous de 18 ans. Et on se rapproche petit à petit pratiquement des 10%. Là aussi, source d'inquiétude, plus parce que ça révèle un certain nombre de choses, mais c'est vrai que c'est des chiffres que je souhaitais porter à votre attention parce que en soi, c'est pas forcément un très bon signe. Voilà. Alors, ça a toujours été ouvert aux jeunes à partir de 16 ans, mais entre 16 et 18, ils s'inscrivaient très peu. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des jeunes de 16 à 18 ans. En 3 ans, je crois qu'on a doublé les chiffres. C'est un complément de ce que tu disais, Eric. Moi, je suis assez favorable pour une ouverture encore plus large. Je vais vous citer une expérience avec la mission locale que j'ai vécue il y a 2 ans. TDM avait travaillé sur le projet territoire et avait sollicité la participation des jeunes. Et donc on avait fait différents ateliers, des ateliers participatifs avec la troupe des Guêpes Rouges. Et donc on en avait fait sur divers lieux du territoire, et pas mal sortir au sein de collèges, à l'Atrium et différents lieux. Et ça s'est assez bien passé, l'Atrium très bien, beaucoup de participation, dans les lycées très bien, beaucoup de participation. Et j'ai participé à celui de la mission locale. Et là, je me suis retrouvé en face de dizaines de jeunes, et en fait, zéro participation. C'était extrêmement compliqué de les faire parler, de les faire s'exprimer, de les faire adhérer à comment ils voient leur territoire, ne serait-ce que parler. Et en fait, j'ai été assez blessé et assez meurtri de la situation de ces jeunes. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu une convention qui me tient à cœur. On aurait pu ne pas la passer ce soir au conseil municipal, mais je pense que c'est aussi un message politique de présenter cette convention au public, alors qu'on avait déjà mis depuis 1 an des actions envers ce public. Et je pense qu'il y a un message à passer, et il y a aussi ce besoin de leur dire, c'est votre ville, participez, et vous n'êtes pas exclus de tout ce qui se passe dans cette ville. Donc, c'est la genèse un peu de pourquoi cette convention est arrivée ce soir au conseil municipal. Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Non. Des votes contre? Unanimité. Unanimité. Merci. Merci. Alors, nous allons passer à quelque chose que nous avions déjà présenté dans le conseil municipal. Il s'agit d'une renégociation d'un emprunt du Crédit Agricole pour le budget Parc de la Roche. Entre le moment où la délib a été passée et le moment où on s'est retourné vers le Crédit Agricole, les conditions avaient changé. Donc on est obligé de repasser avec, pour le coup, maintenant une fourchette pour permettre
pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle ligne avec le Crédit Agricole. Est-ce que ce dossier appelle de votre part des prises de parole, M. Baron? On a une offre à 3,75 de la banque, là, si j'ai bien compris. Pardon? On a une offre à 3,75 de la banque. J'ai pas entendu. Oui. Et donc, si on accepte, on reste à 3,75, pourquoi mettre une fourchette? On va pas. Eh bien, parce que en fait, c'est des taux variables. Donc, si on est vraiment très au-dessus, en fait, la banque ne vous prendra pas notre délibération. En fait, la délibération doit donner des chiffres qui correspondent à ce que l'on va signer. Et comme on n'avait pas mis de fourchette au moment où on a fait voter, les taux ayant varié, on ne peut pas signer la. Et là, tout de suite, la banque est à 3,75. Donc, si on dit oui, tout de suite, c'est réglé, quoi. Ah, et justement, c'est 3,75 plus ou moins 0,25, ce qui est marqué. 3,75 avec une marge de plus ou moins 0,25, donc ça peut aller jusqu'à 4%. Ça, je pense qu'on devait être 3,9. Hein, une proposition à 3,75 maintenant. Pourquoi encore moins? À un moment où il faudrait boucler, quoi, parce que si ça continue à monter tout le temps. C'est pour ça qu'on fait repasser l'affaire, pour signer rapidement. Et il y a toujours. Y a-t-il Et l'espoir, la proposition, la recherche d'un promoteur. C'est ce qu'on avait expliqué à la dernière fois. On est avec deux investisseurs qui ont des intérêts. On doit répondre à un certain nombre de leurs questions avant qu'on puisse passer à un travail sur cette affaire. Yoann Bentejac. Dans le cadre de cette renégociation, s'il y avait un acquéreur qui se présentait, il y a des possibilités où il y a des pénalités énormes dans le remboursement. Oui, je comprends la question. Alors, effectivement, avec des taux variables, on peut racheter l'emprunt d'une certaine manière, de manière à le solder le plus rapidement possible. De toute façon, il y a aussi, si les taux, à un moment donné, se tendaient, on peut aussi repasser sur du taux fixe. Donc, c'était qui avait été présenté à la dernière fois, et de ce point de vue, le taux en lui-même a légèrement varié, par contre, le modèle économique n'a pas changé. Monsieur Beaucourt, vous voulez prendre la parole? Oui, pour rappeler, on ne serait pas là si on avait déjà vendu le parc. Je note donc on active sur le sujet. Moi, je comprends que c'est un taux fixe. Il est fixe à partir du moment où on signe. Donc, si j'ai bien compris, la dernière fois, on n'a pas signé assez vite, ou en tout cas, c'est le taux qui a augmenté plus vite que la signature. Parce que vous parlez tantôt de taux variable, mais ce qui est écrit, c'est taux fixe. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Ah bon? C'est bien un taux fixe. D'accord. Bon, néanmoins, nous maintiendrons notre abstention, et entre parenthèses, signer vite. Bien. Du coup, des votes contraires? Des votes contraires? Des abstentions? Merci. On passe au point suivant. Alors, c'est la raison pour laquelle on a convoqué un conseil municipal extraordinaire, parce que on doit voter cette affaire avant la fin février. Et donc, il s'agit d'une adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité avec territoire d'énergie, avec le département du Puy-de-Dôme. On a par ailleurs des liens avec territoire d'énergie 63. Toujours est-il que ce groupement de commandes nous paraît plus avantageux en termes économiques que celui qui était proposé par territoire d'énergie 63, parce qu'il y a une masse critique du département où ils mettent l'ensemble de leur collège, et donc on pense qu'on aura des prix inférieurs. Alors c'est toujours pareil, hein, on pense avoir des prix inférieurs avec territoire d'énergie. On propose aussi d'avoir pour à peu près 10% de notre consommation, alors sur une école
mémoire, le Conservatoire de musique et l'École du Moutier, un tarif supérieur pour de l'énergie verte, pour inscrire aussi un message politique en termes environnementaux. Alors, on n'a pas fait non plus beaucoup plus parce que vu les coûts actuels de l'électricité, il ne me semblait pas forcément pertinent de passer sur des énergies. Prise de parole, monsieur Beaucourt. On aimerait que ce soit clair, on n'est pas contre le groupement de commandes, on avait déjà voté territoire d'énergie. Si je comprends bien, le regroupement au niveau départemental est plus gros encore, et donc on espère par la masse être dans une meilleure position de négociation. Jusqu'ici, on ne peut que le comprendre et l'approuver. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur HVE, la soi-disant électricité de haute valeur environnementale. Si c'est comme l'agriculture à haute valeur environnementale, il y a aussi à se faire. Il n'y a pas de garantie là-dessus. Et en plus, c'est franchement pas le moment. Je ne vois pas l'intérêt de consacrer une partie de nos équipements, environ 10%, pour payer l'électricité à peu près 10% plus cher. Ça nous paraît. Alors, est-ce que le vote lie les deux questions, ou est-ce qu'on peut voter séparément, d'une part sur le groupement, et d'autre part sur le HVE? On vote de manière à présenter un dossier devant le département. On est obligé de répondre à leurs questions. C'est-à-dire, groupement de commandes ou pas, et dans le groupement de commandes, qu'est-ce qu'on y met? Donc, forcément, il n'y a qu'un seul vote. Dans le projet de convention d'adhésion, on ne parle pas de HVE. Non, mais ils nous demandent par contre de préciser, c'est aussi pour ça qu'on passe en conseil municipal, hein, j'aurais pu le faire tout seul, mais on préfère passer ces affaires devant le conseil municipal et on demande de préciser le pourcentage que l'on souhaite en énergie verte, pas le pourcentage, mais les bâtiments. Donc à peu près 10% de l'ensemble qu'on a choisi, parce qu'on avait pensé au début mettre la médiathèque et la mairie. En termes de kilowattheure, c'est énorme par rapport à l'ensemble de nos bâtiments. Et même connaissant le coût actuel de l'énergie, on ne souhaitait pas avoir un coût qui expose simplement par rapport à ça. On a pris une portion faible sur laquelle on aura effectivement un coût supérieur. Il me semble qu'une ville, sous-préfecture comme la nôtre, d'une certaine manière, sur ses affaires, doit montrer une ambition. Alors j'entends, je serais le premier à me passer même sur 10% d'une augmentation du coût de l'électricité. Par contre, encore une fois, l'énergie verte, alors en plus on est sur un territoire où le livre de la forêt, on a moitié moins que sur le reste du territoire national en termes d'énergie renouvelable. On est à 7%, quand sur l'ensemble de la France c'est 15%, c'est déjà pas lourd. On a un vrai rattrapage à faire, donc il y a des dossiers sur lesquels on travaille au sein de Terre d'Or et Montagne pour voir comment on peut ne serait-ce que rattraper le retard que l'on a par rapport aux autres territoires et par ailleurs montrer au travers d'un vote, alors c'est un peu salomonique, j'entends bien, ça ne montre pas grand-chose à 10%, mais ne rien montrer du tout, ça ne me semble pas forcément une bonne chose. Monsieur le maire, on peut montrer ça en investissant ces sommes dans des panneaux photovoltaïques ici ou dans l'isolation de bâtiments. Là, on est en train d'en fait financer des investissements verts ailleurs, qui n'améliorera pas notre taux. Alors on pourrait les financer directement ici. Nous demandons, nous, un programme d'économie d'énergie, de toute façon, un plan. Bon. De toute façon, on a beaucoup de projets de rénovation qui se traduiront aussi par des économies d'énergie. Franchement, sur le principe, ça me gêne. Vous avez expliqué la hausse de la fiscalité essentiellement par la hausse du coût de l'énergie. Alors, dire après qu'on va volontairement, même si c'est limité, sur le principe, ça me gêne. Le coût de l'électricité, je rappelle, c'est 800 000 €, donc on peut estimer à peu près, c'est 10%, il y a 80 000 € de cet ensemble. Et donc la hausse supérieure, elle est de l'ordre de 5 à 10 000 €. De cet ordre-là,
à l'heure actuelle, c'est-à-dire sans les baisses qui sont en train de poindre à l'horizon. C'est pas montrer un effort énorme. Hein. Par an, oui, mais en 10 ans, avec 800 000 euros, on achète quelques panneaux, hein, où on améliore l'isolation. C'est par an. Hein. 5 000 euros pour des panneaux. Des panneaux photovoltaïques, je ne sais rien. Après, on peut tout à fait, nous aussi, financer des énergies vertes sur notre territoire ou de l'isolation. Avec 800 000 euros, on peut faire quelque chose. Francisco. Oui, pour bien préciser l'opposition au HVE, souvent les opérateurs alternatifs qui vont répondre à ces marchés ont été 2 fois subventionnés parce que EDF a été obligé de leur vendre l'énergie nucléaire à un taux fixé depuis la LONA. Donc, notre énergie nucléaire est bradée à des opérateurs qui sont subventionnés par le contribuable pour vendre de l'énergie, et en plus, il faut leur subventionner leur énergie durable sur lequel nous n'avons aucune vision de leurs investissements. Et c'est en ce sens-là qu'à mon avis, c'est un modèle qui n'est pas le bon. Et c'est pour ça que sur la partie, mettre une partie d'énergie renouvelable, je pense, et notre groupe pense, que l'on est dans le faux. C'est un argument qui est plutôt, à mon avis, pertinent. Et je propose donc de retirer les 10% de l'énergie renouvelable au vu des éléments que vous apportez. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, en termes, la politique énergétique en France laisse à désirer, parce qu'elle n'est pas portée en France, hein, c'est une politique européenne, et effectivement, le fait que le marché de l'énergie tel qu'il a été construit au détriment de l'opérateur historique porté par l'État, ça pose question, et au vu des éléments que vous apportez, je propose de suivre votre position. Merci, monsieur le maire. Monsieur Vagenin. Mon intervention est maintenant devenue sans objet, puisqu'elle est dans le même sens. Juste pour savoir combien de temps on s'engageait avec ce groupement, et surtout les clauses de revoyure qui sont quand même aussi toujours au détriment de... Combien? 5 ans 5 ans, et les clauses de revoyure sont prévues tous les... Voilà, là aussi, quoi. Donc on se pose... C'est dans la convention, Mais tu peux tous les ans Alors, donc vous retirez... L'amendement apporté, c'est-à-dire pas que de l'énergie non verte, l'énergie classique. Y a-t-il du coup des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, il s'agit du régime indemnitaire. Alors, là aussi, on n'était pas forcément dans les clous parce qu'on avait... Alors, le régime indemnitaire, il est composé de 2 parties. Un IFSE qui correspond aux fonctions des agents publics territoriaux, et un CIA qui correspond au travail individuel d'un agent de NEL. La loi nous fait obligation que le CIA soit un pourcentage de l'IFSE qui varie suivant les cas, suivant les groupes de fonctions. Ça peut aller 10% jusqu'à peu près 15% de mémoire. Et à l'heure actuelle, on avait quelque chose qui ressemblait à un intéressement, c'est-à-dire suivant, déjà c'était une constante pour tous les agents, donc pas un pourcentage par rapport à l'IFSE, donc qui était illégal, et par ailleurs, ça correspondait à ce que dans le privé on appelle un intéressement, c'est-à-dire que moins il y avait d'absentéisme,
plus les agents pouvaient toucher une somme plus importante. Bon, très clairement, on n'était pas dans les clous, et donc on propose non seulement de revoter ce régime indemnitaire pour mettre dans le clou le CIA, et par ailleurs, l'annonce que j'ai faite au syndicat, c'est d'augmenter la part du RIF7 l'an prochain. En tout cas, ce sera la proposition qui sera faite lors du prochain budget. Ça sera d'augmenter de 70 000 à 100 000 euros le régime indemnitaire pour les agents, de manière à ce que, vous savez qu'il y a eu tout un débat sur une prime qui pouvait être versée à la fonction publique. Le choix qui a été fait à la fois par les élus de ce conseil municipal, mais aussi du conseil communautaire, on est en accord sur ce point, c'est plutôt d'aller vers une hausse du régime indemnitaire, parce qu'à partir du moment où l'inflation a touché les revenus, et particulièrement les revenus les plus bas, donc une grosse partie de l'enveloppe qui sera consacrée le sera pour les catégories les plus basses, mais à partir du moment où l'inflation a touché, a grignoté d'une certaine manière le pouvoir d'achat de nos agents, il le grignote cette année, il le grignotera l'an prochain, il ne va pas y avoir un retour en arrière. Donc, il est proposé d'aller plutôt sur une augmentation du régime indemnitaire, non pas sur la prime qui avait été proposée avec les fiscalisations pour part. Des prises de parole sur la demande. Oui, la proposition que vous voulez faire, là, elle a été faite au CST vis-à-vis des agents. Et ils n'ont pas été très Je me suis aperçu pour les avoir reçus aujourd'hui qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient vraiment pas compris. En fait, si vous voulez, je vais essayer de parler simplement, mais il faut passer par les mathématiques. Le RIF7, c'est l'IFSE plus le CIA. Le CIA, il était versé à l'année. La proposition qui est faite ici, c'est de le verser en 12e, comme l'IFSE, chaque mois, de verser en même temps l'IFSE. Entre autres choses, parce que sans augmentation, à partir du moment où le CIA était une constante, si vous avez un IFSE bas ou un IFSE haut, vu que maintenant c'est un pourcentage de l'IFSE, vous allez avoir un CIA qui va être un IFSE et un CIA. À partir du moment où on laisse le RIF7 égal, c'est-à-dire que la part relative entre le CIA et l'IFSE va varier. Soit on va avoir un IFSE qui va augmenter, un CIA qui va descendre, soit on va avoir l'inverse. C'est-à-dire que le RIF7 en lui-même ne bouge pas. Et ce qui a été compris par les syndicats, c'est qu'on partait de la base actuelle de l'IFSE et qu'on calcule 10%. Donc forcément, vous avez l'impression d'avoir l'IFSE qui baisse. J'ai réexpliqué tout à l'heure que ce n'était pas par rapport à l'IFSE, il faut d'abord calculer le RIF7 total et après répartir avec le nouveau IFSE et le nouveau CIA et à partir de cette base, augmenter. Ce qui a été proposé, c'est d'aller sur les parts les plus basses. Pas pour l'ensemble, parce que j'ai expliqué aussi que quand on avait des problématiques en termes de travail, d'alcoolisme, de vol, on augmentera de manière classique pour ceux qui, les plus nombreux, font correctement leur travail, de 30 € pour les couches les plus basses dès cette année, 30 € l'an prochain et 20 € pour qu'on passe grosso modo de 70 à 150 €, parce qu'on était quand même, on a commencé à 20 € quand on est arrivé, c'est pas énorme par rapport à beaucoup de villes en France, donc c'est un rattrapage qu'on s'est donné sur le fil du mandat, de manière à ce que les agents puissent bénéficier de conditions salariales qui, sans être complètement encore optimales, convergent petit à petit avec des villes à peu près de notre strate. Et c'est un effort que l'on fait actuellement. C'est aussi montrer quelque chose par rapport aux
tout ce que on a pu engager au sein des services et montrer qu'il est bien question de prendre en compte la baisse de pouvoir d'achat. Alors, on peut le faire que sur cette partie-là, parce que le gros du salaire, c'est quand même le point d'indice des fonctionnaires, qui n'est pas forcément, il ne suit pas exactement l'inflation, même si c'est des parts importantes du budget, ça ne suit pas l'inflation. Et donc, on fait un effort sur la partie régime indemnitaire. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est pas mal de pages. Le point suivant, il s'agit de la mise en place, alors d'une part distincte, d'un IFSE sur la régie, pas les régies. En fait, il ne s'agit pas de retoucher pour le coup l'IFSE, mais que l'IFSE dû à la régie soit visible. Ça nous est permis, et ça, du coup, on propose de mettre en place de manière à ce que les agents qui portent des régies puissent en bénéficier aujourd'hui et demain. Y a-t-il sur ce point des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le dernier point, il s'agit du règlement intérieur sur les conduites addictives dans les services. Donc c'est un point qui avait été passé à l'AS, on l'a fait voter il y a quelque temps en CSE, et donc on le fait voter aujourd'hui. Il s'agit de lutter contre les addictions au sein des services, alors, de tout type, et que l'on puisse avoir des contrôles possibles auprès de nos agents. On a déjà commencé à le faire, hein, et on voit qu'on devra le faire. Monsieur Beaucourt. Oui, moi j'ai été associé à ce travail dans le cadre du CST et du F3CT, ex-CHSCT. La seule question que je me pose, c'est c'était bien en mai, et c'est pourquoi on le vote que maintenant? Il y a eu un problème? J'ai oublié. Ah bon. Mais il s'applique depuis mai? Alors, on applique l'ancien. D'accord. On a déjà appliqué l'ancien. Bien, y a-t-il sur ce point des abstentions, des votes contraires? Je vous remercie. Alors, je vous rappelle que le prochain conseil municipal a lieu le 19 mars. Il y aura le débat d'orientation budgétaire. Donc il y a des commissions qui ont dû être calées, la commission finance. Pour l'instant, de toute façon, très clairement, on n'est pas forcément très en avance parce qu'avec la nouvelle nomenclature comptable, la N57 et la remontée de l'ensemble des pièces est très longue, puisque ça exige un travail énorme de mise en œuvre. Et même moi, pour l'instant, j'ai quelques atterrissages, mais je ne les ai même pas tous, avant même de parler de construire le budget. Voilà. Mais ça va être donc le 19 mars en salle Tournillac. Y a-t-il des questions diverses dans l'Assemblée? Annie Cheval-Demer. Oui, monsieur le maire, merci. J'ai une question et deux remarques. D'abord, nous n'avons plus depuis le mois de novembre les rapports de TDM sur les ordres du jour et les comptes rendus. Alors qu'avant, bon, comme la loi le dit, etc., il faut que tous les conseillers, même non communautaires, soient informés. On ne les a plus depuis le mois de novembre. Bon, c'est un peu dommage parce que ça permet quand même de suivre un peu l'actualité. Deuxièmement, il m'a fait remonter qu'il y avait la Régie des eaux qui a fait des travaux à informer ses abonnés dans un certain quartier, hormis que dans le message, il y avait tous les abonnés, donc avec toutes les adresses accessibles à tout le monde. C'est quand même un peu dommage, il y a un peu limite en ce moment. Donc, il faudrait peut-être faire passer le message que les copies cachées, ça existe. Enfin bon, voilà. Et puis, enfin, ma question, nous devions rendre pour le 20 décembre, je crois,
notre petit texte pour le magazine municipal. Et ben, il n'y a toujours pas de magazine municipal. Le texte est rendu, moi. Mais il n'y a pas de texte, il n'y a pas de magazine municipal de début d'année. Si, alors. Et quand? Excusez-moi, on a pris du retard, il est encore en distribution. D'accord. Je m'arrête bien, oui, mais il n'était pas encore dans les boîtes aux lettres. Alors, oui, bah, du coup, tout a été répondu, c'est ça? Et ben, les remarques sur. Oui, parce que on va regarder pourquoi il n'y a pas eu les envois. Et puis la régie des eaux faire passer le message. Oui, pardon, monsieur le maire. Juste pour la régie des eaux, j'ai pas entendu en fait cette histoire. Ça parlait de quel sujet? C'est à propos de quels travaux? Dans le centre ancien, du côté de la rue Conchette, enfin en bas, rue Alexandre Biguet, quelques abonnés dans ce secteur-là. Et ils ont su la liste des abonnés qui étaient concernés. C'est quand même un peu dommage. Francis. Oui, monsieur le maire, c'est une question plus à caractère général sur la. C'est peut-être plus. Donc, on se posait des questions. Est-ce qu'il y avait eu des avancées par rapport à la saison touristique et notamment à la base de loisirs? Pierre, tu veux répondre à la question? Pas les remontées. Alors, moi, j'ai eu les remontées par la Maison du Tourisme. On a eu une réunion il y a 2 mois. On a plutôt. Alors, pour l'instant, on a des chiffres au niveau du livret de la forêt. Je n'ai pas encore les chiffres détaillés sur Pierre. On est plutôt sur une montée encore assez substantielle par rapport à l'an dernier et qui fait penser que l'effort qui est porté par la Maison du Tourisme du Livre de la Forêt est en train de porter ses fruits. Et la concession sur Éloire. Sur Éloire. J'ai peut-être 2-3 indicateurs à donner, Francis, sur la fréquentation du musée de la coutellerie. Donc on est sur une augmentation assez importante. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble qu'on gagne 2 ou 3 000 visiteurs par rapport à l'an dernier. Et on rattrape les chiffres qui étaient à l'avant-Covid. On a même dépassé, donc en fait, globalement, hors période Covid, on peut se rendre compte que depuis l'année 2015-2016, on est sur une hausse progressive. Alors, on ne retrouve pas les chiffres des années 90, mais on sent quand même qu'il y a une fréquentation qui augmente légèrement, alors même que le musée connaît des difficultés d'accessibilité, ce qui montre qu'il y a quand même une communication importante qui permet de limiter, on va dire, l'affaissement de fréquentation qui pouvait être le cas pendant quelques années ici. Bien. Farid Alaïd. Et donc, la base de loisirs, pour le moment, c'est stand-by. Alors, je peux te donner, tu veux une réponse par rapport à la DSP ou par rapport à la fréquentation? Par rapport à la DSP, puis voir si on a des touches. Par rapport à la DSP, pour l'instant, on n'a pas d'annonce à faire. Pour le moment, on est en train de réfléchir à l'organisation de la saison touristique. Par contre, je peux quand même te donner un mot sur la fréquentation de cet été. Étant donné que les bases de loisirs de Saint-Rémy et d'Aubusson ont été fermées à cause de la cyanobactérie, la fréquentation à Éloie a été très importante, notamment au plan d'eau. Et si je ne me trompe pas, le centre aquatique aussi a connu une très bonne fréquentation, ce qui montre que notre base de loisirs possède en tout cas un réel intérêt et un potentiel énorme. Farida. Oui, mais je voulais savoir s'il y avait quelques nouveautés par rapport au conservatoire, des nouvelles pistes, si tous les élèves ont été bien dispatchés, on va dire. Oui, on est en train de converger. Donc, on fera des annonces en temps voulu, mais on pense avoir une solution de remplacement relativement rapidement. Et pérenne. On ne fera pas d'annonce aujourd'hui. Ok. Alors, qu'en est-il du bâtiment du Moutier, en fait, de... C'est failli. Oui, c'est failli qui, je crois qu'on avait
un engagement, un bail avec le propriétaire. Alors, est-ce qu'on est Alors, on a effectivement un bail, on est en train de regarder pour sous-louer. On fera là aussi des annonces, mais c'est plutôt, ça plaira certainement à M. Bocco, puisque c'est plutôt sur le secteur médical. C'est une bonne nouvelle. Juste, je reviens vers toi, Farida, concernant le conservatoire. On a eu un élève qui n'a pas voulu continuer les cours, ce qui est peu sur quasiment 200 élèves. Nous, on a promis d'apporter une réponse, au moins sur le premier semestre, sur le futur du conservatoire de danse. Et on est en train de travailler dessus et on reviendra de toute façon rapidement vers vous. Nos services travaillent activement sur un futur conservatoire de danse et je te rassure, ça sera un lieu pérenne. Merci beaucoup. Oui, on évoquait le tourisme tout à l'heure. Malheureusement, le petit train s'est arrêté. Alors, je sais bien que c'était un projet, c'est une activité privée, mais qu'on aidait quand même. Et j'aimerais, moi, qu'on étudie au moins la faisabilité de le reprendre avec une des EBE, éventuellement. Parce qu'on sait bien qu'il faut le soutenir. Est-ce que ça peut au moins être étudié? Alors, on a bien eu des chiffres à l'époque avec l'ancien propriétaire du petit train. Je rappelle simplement que lui, c'était beaucoup plus qu'une OBE. Non seulement il gagnait pas d'argent, mais il en perd même. Donc, il ne payait même pas il payait pas un salaire, même pas le sien, même pas ceux de ses employés. Et en plus, il faut vraiment lui tirer notre chapeau parce qu'il aimait la ville, il a porté une activité qui a eu un impact notable sur la ville, mais qui, c'est ce qu'on appelle une danseuse. Il a financé parce qu'il est passionné par sa ville et qu'il se sent redevable pour beaucoup de raisons. Moi, je lui tire mon chapeau, mais en fait, on est sur des montants, si on devait les mettre en place, qui seraient substantiels. Et lui-même, je suis conscient qu'on lui doit, ce monsieur. Lui-même, il a dit, je ne vous conseille pas. Voilà. Oui, mais des petits trains comme ça, il en existe quand même un peu partout, donc il y a d'autres montages possibles, c'est à ça que je vous ai allusion. Et il y a plein de villes qui font ça. On ne sert pas dans les touristes, je dis pas il faut le faire, c'est facile, mais ça mériterait quand même d'être étudié. Je veux bien, il faudra peut-être les retrouver. Je ne sais pas où ils sont passés, c'était l'année 2020, on peut vous fournir, j'espère qu'on pourra vous fournir les chiffres que l'on avait à l'époque financés, parce qu'on n'a pas étudié la question. On vous les fera passer si on les retrouve. Parce que c'est 2020, de mémoire, on a fait l'étude, donc on n'a pas réussi à se passer de mémoire à l'autre, c'était 100. Ah, 60 000. Ils sont 30 pour la mettre en ligne. Non, mais ça c'était pour les débuts, mais après par année, je crois que c'est un peu moins. Dernière question, merci pour les organigrammes nominatifs qu'on n'avait jamais eu, donc c'est très bien. Par contre, il y a un mystère, je n'ai pas trouvé M. Blaise dans les exemplaires qu'on a vus. Alors, est-ce qu'on peut, je suis rassuré, il est toujours là, mais est-ce que vous pourriez nous le situer, parce que c'est assez compliqué, ces attributions évoluent, j'ai bien à suivre. C'est un poète qui disait là où il y a un mystère, il y a un mystère. C'est Mister Guest. On vous les fera passer. J'aurais dû ouvrir le conseil municipal par ce moment-là parce que je souhaite vraiment marquer de la reconnaissance du conseil municipal par rapport à l'action d'un homme qui a été exemplaire et qui a été une des très grandes consciences contemporaines et de la France. J'ai nommé Robert Badinter. Un hommage lui sera rendu. On verra quel espace nommé de son nom
qu'il puisse porter tout l'engagement qui a été le sien depuis l'abolition de la peine de mort, sur le fait aussi que l'homosexualité ait été dépénalisée. Il a porté énormément de choses aussi en termes de prison. Les travaux qu'il avait fait avec Michel Foucault ont été appliqués d'un point de vue absolument notable et remarquable. Il a porté contre vents et marées avec des insultes quotidiennes, une parole et puis une force incandescente. Et je pense qu'une ville comme la nôtre doit marquer le coup, parce qu'on a peu d'hommes politiques de cette taille. Merci. Alors, je vais peut-être du coup passer aux questions diverses je m'assure pas en conseil municipal, excusez-moi, et je pose la question, y a-t-il des questions dans le public? Que vous pouvez vous rapprocher d'un micro. Bonjour, Charles Madison. J'ai pu l'appeler et j'avais